Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h02, on vit pas dans la même France, cette émission qui casse les codes tous les soirs du lundi au jeudi, on vous retrouve en direct, une émission qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, voilà, où on rencontre tous les soirs, on fait rencontrer des mondes qui ne se parlent quasiment jamais, des politiques, des institutionnels qui débattent en face de personnalités publiques, d'influenceurs, de gens qui arrivent à communiquer avec les gens lambda, on va dire, voilà, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, les influenceurs, ils ont un talent, c'est qu'ils arrivent à fédérer des dizaines, des centaines, des millions de personnes sur leurs réseaux sociaux, contrairement aux politiques et aux institutionnels qui ont un petit peu plus de mal. Enfin, on va dire que maintenant, ça commence un petit peu à se démocratiser. Ça y est, on les voit un peu plus sur TikTok. On voit des vidéos virales sur TikTok de plein de politiques. Voilà, le politique numéro 1 sur les réseaux sociaux, c'est Jean-Luc Mélenchon, je crois. Et le numéro 2, c'est Jordan Bardella. Donc voilà. Et on a Gabriel Attal qui est pas loin derrière, qui est plutôt pas mal aussi. On est sur une course sur les réseaux sociaux de la part de nos politiques qu'on adore. Quel que soit le bord politique, nous, on aime tout le monde. Ce soir, je suis accompagnée comme tous les soirs de Mathias, le monsieur réseaux sociaux, c'est celui qui vous lit, qui répète un petit peu vos messages sur les réseaux, vos commentaires, etc., etc. Comment ça va, Mathias ? Ça va, Magali ? Eh ben très bien, et toi ? Bah moi je suis bien et je suis énervé aussi. Ah, qu'est-ce que je suis bien parce que Paris, on a battu Marseille hier 5-0. Donc, c'est un problème. Voilà. C'est pas le classico, c'est le classico. Mon mari est enfermé dans sa chambre depuis hier. Le pauvre. Et je suis très énervé. Pourquoi ? Tu sais que d'habitude je fais tout le temps des blagues, c'est Mathias, il est gentil, Mathias il rigole. En fait, ça fait 3 jours que je passe 3 jours à l'hôpital aux urgences. Pourquoi ? Je t'explique ce qui se passe. J'ai une proche à moi. Je l'ai emmenée dans la nuit de samedi de 2h à 8h du matin aux urgences. D'accord. Ok ? Donc on a été là-bas, elle avait très mal au dos et très mal au rein. On a été là-bas, ils nous ont dit, voilà, on vous met un traitement. Pour nous, vous avez des calculs rénaux. Tu vois comment c'est douloureux des calculs rénaux. Donc on reste là-bas jusqu'à 8h. On sort à 8h. Il n'y a pas d'IRM, pas d'examen, rien de tout ça. Déjà, on a été mal reçus. Mais bon, c'est les urgences, je me dis, ils n'ont pas de moyens, l'État et tout. On en reparlera après. Et du coup, toute la journée d'hier, donc elle avait un traitement de cheval. Quand je te dis un traitement de cheval, c'est des antibiotiques à mort. Toute la journée d'hier, elle a souffert. Ce matin, à 6h du matin, elle me rappelle, elle me dit, j'ai trop mal, faut que je retourne, faut que j'aille faire un scanner. On va faire un scanner à 16h. Je raconte un peu ma vie. Mais là, tu sais que c'est très très grave. On va faire un scanner à 16h. À 16h, on lui dit, madame, ce que vous avez, c'est pas du tout des calculs rénaux et c'est très grave le traitement qu'ils vous ont mis. Ils auraient dû faire un examen, un IRM. Donc elle passe un IRM et ils se sont rendus compte que le traitement qu'elle a eu, ça a infecté ce qu'elle avait aux ovaires. Donc elle a un problème aux ovaires qui ont été infectés à cause du traitement. Est-ce que tu te rends compte de la gravité des choses Mais est-ce que tu sais que ça arrive très souvent ? Mais c'est très grave. Ah bah c'est méga grave. Non, mais ça veut dire que en plus ils nous ont reçus parce qu'il y avait un manque d'effectifs dans les hôpitaux. Donc en fait, tout le temps on dit ouais, il manque de budget, il manque de ceci, il manque de cela, mais en fait il y a un vrai problème dans les hôpitaux en France et les pauvres ils en souffrent et du coup qui en souffrent c'est les patients, etc. Donc là, elle se fait opérer demain matin à cause de ça. Donc là t'es en coup de gueule. Mais c'est très grave. Tu sais que d'habitude je fais tout le temps des vannes. Là je fais 0 vanne. Donc là, fallait pas venir. Non, mais... Parce que si tu fais pas de vanne, tu ne sers à rien. Non, mais après, je vais faire des blagues. Mais voilà, t'as vu, je fais un petit coup de gueule parce que tu fais le petit coup de gueule de l'émission. C'est relou, quoi. C'est relou et tous les soirs, on traite des sujets, on parle des hôpitaux et les pauvres, ils ont aucun moyen. Du coup, les patients, ils prennent cher et ça, voilà. On fera un sujet sur les hôpitaux. Voilà, bientôt. C'est super triste. La semaine prochaine, si tu veux. Mais ce qui a sauvé ma soirée, c'est le PSG qui a battu l'OM. Combien ? 5-0. Oh là là. Est-ce que tu te rends compte ? Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, mais 5. Moi, je peux pas, je suis solidaire à mon mari, c'est l'OM avant tout. Ah, c'est triste. L'OM, c'est une religion. Voilà, c'est ce que dit mon mari. Marseille, c'est un pays. Moi, je suis Marseillais, c'est un pays, et l'OM, c'est ma religion. Et toi, t'es pour qui ? Moi, je sais pas jouer au ballon, je m'en fous. Moi, ils sont tous sympathiques, les joueurs de foot. Ils DM toutes les influenceuses. Ça, c'est vrai. Quelle influenceuse n'a pas reçu un DM d'un joueur de foot ? T'es sûr, t'en as jamais reçu ? T'inquiète pas, ça arrivera bientôt. Alors, ce soir, on parle d'un sujet qui est révoltant, qui est vraiment révoltant également, c'est le protoxyde d'azote. Alors, protoxyde d'azote, c'est tout ce qui est ballon, etc. Pourquoi laisse-t-on une drogue, parce que c'est une drogue, en vente libre, séduire les mineurs aujourd'hui, être aussi facile d'accès ? Moi, ce qui me choque le plus, et on va en parler dans l'émission, est-ce qu'on est en live là ? On est en live sur Insta. Bien sûr, on est en live. Surtout, on est en live sur YouTube. Notre première chaîne YouTube, parce que Sud Radio, les enfants, c'est la plus grande chaîne YouTube de France en termes de radio. Devant Squeezie, hein. Non, c'est pas vrai. On a 1,2 million. On a 1,2 million.
Exactement, c'est ça. Mais qui a 1,2 million sur YouTube aujourd'hui? C'est extrêmement dur d'avoir 1,2 million sur YouTube. C'est très pas dur. grand monde. C'est Surtout les pour une followers radio, hein. Non, mais c'est les followers les plus durs. Faut que nos auditeurs sachent une chose. C'est que sur YouTube, ce sont les followers les plus durs à avoir. Ouais. TikTok, ça peut pousser en 3 jours, on comprend rien, on passe de 0 à 300 000. Snapchat, ça peut le faire aussi. Il suffit d'un ou deux coups de buzz et hop, c'est parti. Instagram, un peu plus compliqué. Mais alors YouTube, C'est dur. Hein. c'est très, très, Pour très, faire très abonner dur. les gens. Parce que les gens, Exactement. juste, ils recherchent. Ils s'abonnent Non, pas. mais c'est très dur. Puis YouTube, tu peux pas scroller aussi vite que. Enfin, t'as moins il y a moins Exactement. d'algorithmes un peu. Bon, alors, et moi, ce qui me choque le plus, et on va en parler ce soir parce que ça me révolte, c'est à quel point on a une facilité à trouver carrément en vente les ballons sur Snapchat. C'est-à-dire Snapchat, c'est les spécialistes de la vente des ballons. C'est-à-dire qu'on en trouve, mais en 3 secondes chrono sur Snap. Et moi, je trouve ça aberrant de la part de plateformes comme Snapchat de laisser faire ça et de soi-disant pas avoir les moyens de contrôler. J'y crois pas une seule seconde que Snapchat n'a pas les moyens de contrôler ce genre de trucs qui tuent des gens ou qui peuvent rendre handicapés des gens. Moi, j'ai vécu une soirée. Bon, non, j'en parle parce qu'on en avait déjà parlé sur les réseaux sociaux avec Maëva Guénam. Au ballon, qui avait, enfin bref, c'était traumatisant, et gros message de prévention là-dessus parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point. Moi, j'ai passé cette soirée où je l'ai vu dans un état, c'était traumatisant. Voilà, donc on reçoit ce soir pour parler de ce sujet Reda Belhadj, qu'on ne présente plus maintenant, hein, qui est porte-parole Île-de-France du syndicat de police unité. Bonsoir. Bonsoir Reda, ça va? Oui, très bien. Merci d'être là. On reçoit aussi Chelsea, qui est influenceuse et victime du protoxyde d'azote, qui va nous raconter un petit peu son histoire. Bonsoir. Bonsoir Chelsea. Et Omar, qui est vice-président de l'association Stop Ballon. C'est ça, bonsoir. Bonsoir Omar. Alors, on va commencer par Chelsea. Chelsea, parce que honneur aux femmes, hein, évidemment. Bonsoir Chelsea, donc merci d'être avec nous. Toi, tu es une influenceuse hyper présente sur TikTok. Oui. T'as combien d'abonnés sur TikTok? J'ai 30K. C'est pas mal, 30K déjà? Oui. Bon, t'inquiète pas, c'est à partir de 100K, tu vas voir les footballeurs, ils arrivent. Non, non mais il faut pas leur répondre. Crois-moi, fais-moi confiance, réponds pas. Et donc sur tes réseaux, tu racontes un peu ton histoire, on va la résumer ensemble. Elle est en lien direct avec le sujet du jour. Toi, tu as 18 ans, donc tu es toute jeune. Tu es majeure? Oui, je suis majeure. Depuis quand? Depuis le 10 janvier. Oh là là, mais attends, on est le combien là? On est le 8 février. Waouh. Bon anniversaire en retard, on lui dit. Merci. Ouais, bon anniversaire en retard. Depuis maintenant un peu plus de 2 ans, tu es handicapée. Non, je remarche depuis avril. Tu remarches depuis avril? Oui, mais t'as été longuement handicapée du coup. 6 mois. Et qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? Est-ce que tu peux me dire à quel âge et dans quelle situation tu as vécu tout ça à cause d'un ballon? C'est ça? Oui. J'ai commencé les ballons suite à mes problèmes familiers parce que j'étais dans le mal, etc. C'est-à-dire au foyer, je voyais des jeunes faire des ballons. Du coup, je me suis intriguée. J'ai dit qu'est-ce que c'est? Parce qu'ils me disaient nous on est bien grâce à ça, plein de choses. Ils arrivaient à rentrer les ballons dans le foyer? Oui. Et les surveillants ils disaient rien? Enfin bon. Bah ils s'occupaient pas de nous, ils s'en foutaient de notre vie. D'accord. Du coup, j'ai commencé à faire des ballons et ça me mettait dans un état où j'étais bien. Franchement, j'étais super bien. Ça me mettait dans un autre monde. Et à chaque fois que j'allais mal, je reprenais. Et la quantité, elle augmentait de plus en plus. Et des fois, j'en faisais vraiment beaucoup. Et j'ai commencé à avoir... j'en ai fait pendant 1 an et demi, 2 ans, des ballons. Et ça veut dire en octobre, j'ai commencé à avoir des fourmillements dans les jambes. Je perdais l'équilibre, mais je calculais pas. Je continuais. Et un soir, j'ai refait des ballons. Et je me suis endormie. Et le matin, je me suis réveillée. J'arrivais pas à me lever. J'arrivais à rien faire. On a appelé les pompiers. C'est-à-dire, tu te sentais les jambes lourdes, t'arrivais pas à les bouger? J'arrivais pas à les bouger. J'ai essayé, j'arrivais pas. J'ai essayé. Et c'est-à-dire, on a appelé les pompiers. Les pompiers sont venus. J'ai été transférée à l'hôpital. Pendant 1 semaine. Je suis ressortie et mon état de santé s'aggravait de plus en plus. Et j'ai fini à l'hôpital. Et là, j'ai fini en fauteuil roulant. Je suis restée dans mon lit d'hôpital. Je suis restée de novembre à février à l'hôpital. De quelle année? De 2024 à 2025. Donc t'avais 17 ans? Oui. J'allais sur mes 17 ans. Ouais. J'avais 16 ans et j'allais sur mes 17 ans.
Et ça veut dire, j'étais en fauteuil roulant et on trouvait pas de centre de rééducation parce qu'il y avait que pour les adultes. Et comme moi j'étais en pédiatrie, du coup c'était très très compliqué. Ça veut dire on trouvait pas, mais j'avais des soins à côté psychologiques aussi parce que ça touche mentalement. Parce que tu es dans un lit d'hôpital, tu vois personne. Bien sûr. Tu vois des machines autour de toi, beaucoup de choses. Du coup ça touche mentalement, ça touche beaucoup de choses. Du coup je voyais des psys, les médecins, et à chaque fois tous les jours ils me disaient on n'a pas de nouvelles de centre de rééducation. Du coup ça s'aggravait, j'en pouvais plus un petit peu. Et en février, en janvier, ils m'ont trouvé un centre de rééducation. J'ai été dans le centre de rééducation. C'était très compliqué. J'avais des machines qui faisaient bouger mes jambes, le kiné qui venait dans ma chambre, qui me mettait des électros, beaucoup de choses aussi. Et en février, ma tata, elle a demandé ma sortie de l'hôpital. Que je vais en hôpital de jour, que je vienne le matin et je repars après chez moi. Ça a été autorisé. Ça veut dire que tous les matins, l'ambulance, elle venait me chercher avec mon fauteuil roulant et je rentrais chez moi le soir. Je faisais mes trucs, ma rééducation. Ça a été dur et franchement, j'ai reçu des critiques, mais j'ai toujours accepté les critiques. Mais voilà, au début, je disais pas... T'as reçu des critiques sur les réseaux sociaux ? Oui. Alors, parce que t'as montré tout ça, tout ce parcours-là, tu l'as montré sur TikTok ? Au début, je le montrais pas. Au début, j'assumais pas, c'était à cause de ça, parce que... Au début, je me disais, quand je faisais des ballons, ouais, ça va jamais me toucher moi. Parce que j'écoutais les gens, non, ça fait rien, ça fait rien. Du coup, je me suis dit, moi, d'un coup, pourquoi moi, ça arrive à moi ? J'ai rien demandé. Et au début, j'assumais pas sur les réseaux sociaux. Et un jour, j'ai dit, je vais me lancer. Je vais faire une vidéo, je vais assumer et je vais faire de la prévention. Du coup, j'ai fait de la prévention. J'ai lancé une vidéo et j'ai fait de la prévention qui a beaucoup percé. Elle a fait combien de vues ? Je sais pas. Je me rappelle plus, mais elle a fait beaucoup de vues, la vidéo. Alors restez avec nous. On revient tout de suite après cette petite pause sur Sud Radio et on va parler de cette vidéo et ensuite on va présenter Omar et on va remercier Reda d'être avec nous aussi pour rentrer dans ce débat. À tout de suite sur Sud Radio. Restez avec nous pour cette émission très 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 poignante et très importante, s'il vous plaît. Si vous êtes parents, écoutez, et si vous êtes jeunes, écoutez aussi ce qui se passe. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h15. Nous sommes en direct ce soir pour une émission extrêmement poignante et utile où on parle du protoxyde d'azote. Alors le protoxyde d'azote, pour ceux qui nous regardent, c'est les ballons, vous savez, qu'on fait qui mettent un peu dans un état second, sur lesquels il y a énormément de problèmes, de gens qui peuvent mourir, de gens qui deviennent handicapés, et ces ballons qui sont considérés, alors je sais pas, on va en parler tout à l'heure, est-ce que c'est considéré comme de la drogue, pas de la drogue, est-ce que comment ça se fait qu'aujourd'hui on en trouve en libre service sur Snapchat, etc. On reçoit pour débattre de ce sujet Reda Bellaj, qui est porte-parole Île-de-France du syndicat de police unité, avec Chelsea, qui est influenceuse et qui a été victime du protoxyde d'azote, donc qui a fini en fauteuil roulant pendant plusieurs mois, qui aujourd'hui arrive à remarcher, mais qui nous expliquait qu'elle pensait que ça n'arrivait qu'aux autres, et malheureusement un matin elle s'est réveillée le lendemain d'une soirée en ayant pris donc ses ballons à ne plus pouvoir bouger ses jambes. Et on reçoit aussi Omar, qui est vice-président de l'association justement qui s'appelle Stop Ballon. Donc tu nous disais, Chelsea, que donc quand tu as pris des réseaux sociaux, tu as été servi de ta plateforme TikTok pour faire des vidéos de prévention. Est-ce qu'aujourd'hui tu vas mieux ? Est-ce que tu es sortie de tout ça ? Malheureusement, je suis pas sortie de tout ça. J'ai encore des séquelles. Des séquelles où j'ai beaucoup mal aux jambes, où quand je marche beaucoup, je suis obligée de m'asseoir. Des fourmillements dans les jambes et une perte d'équilibre de temps en temps. Et quand je reste trop debout, j'arrive plus, mes jambes ils lâchent. Combien tu prenais à peu près de ballons par jour ? Je sais pas dire. Et comment tu t'en procurais ? C'est-à-dire que comment tu les trouvais, ces ballons ? Sur Snapchat ? Ah bah voilà, tu vois, on s'est même pas consulté avant là-dessus. Non mais vraiment, je le sais, c'est abominable ce qui se passe sur Snapchat, c'est une honte. Sur Snap, c'est plus facile de trouver des ballons qu'une meuf. Tu te rends compte ? Non mais c'est pas drôle. Ah si, elle était bien celle-là. Il faut faire genre on rit, mais... Ouais. Non mais et combien ça coûte aujourd'hui une bouteille de protoxyde quand tu prends une bouteille comme ça où tu remplis, donc on met le gaz à l'intérieur d'un ballon et en fait on aspire le ballon. Combien ça coûte 15 €, 20 €. Une bouteille ? Une bonbonne, c'est ça ? Oui. Et tu fais combien de ballons avec ?
Une trentaine, je crois. Parce que c'est des ballons de baudruche, faut dire aux gens, c'est pas les ballons simples, c'est les ballons de baudruche de fête que tu remplis avec la bonbonne. Mais si c'est 15-20 si on euros... est plusieurs, je sais pas. Mais si on est seul, ouais, une vingtaine, je sais pas trop. Alors, on reçoit également à côté de toi Chelsea. Alors, moi, je dis Chelsea parce que moi, je connais. C'est Chelsea, on dit toi aussi ? Non, Chelsea. Chelsea. Très joli comme prénom. Merci. On reçoit Omar, qui est vice-président de l'association Stop Ballon. Alors, Omar, merci d'être avec nous. Tu es vice-président de l'association Stop Ballon face à l'explosion de la consommation donc de protoxyde d'azote chez les jeunes. Confronté à de plus en plus de jeunes souffrant de graves lésions neurologiques, Arnaud Dalbis, entrepreneur menté, a créé l'association Stop Ballon. Tu me dis si je dis pas de bêtises. Pour miser sur la prévention plutôt que la seule répression. Avec l'association, vous organisez des actions de sensibilisation menées dans les collèges et auprès des familles également. Vous alertez sur des effets souvent sous-estimés, c'est ce que nous disait Chelsea exactement avant, une addiction progressive et des conséquences lourdes pour les consommateurs comme pour leur entourage. Pour leur entourage. Vous êtes hyper jeune. Quel âge vous avez, vous aussi ? J'ai 22 ans. Et vous aussi, vous avez été victime de... Non, pas du tout. Moi, j'ai juste une sclérose en plaques. Ah, ok, d'accord. C'est rien à voir. Ouais. Rien à voir. Ok. Et ça va ? Non, ça va. Je connais bien cette maladie. Ma tante en souffre également. Donc, c'est une maladie. Il faut être costaud psychologiquement aussi. C'est vrai. Et vous avez... alors, pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette association ? En fait, moi, je fais de la prévention depuis plus de 4 ans. D'accord. J'ai créé une association qui s'appelle Association JSL. J'étais avec des jeunes dans les quartiers. On parlait surtout de la puff, des snus, un peu aussi des ballons. Et suite à mon hospitalisation, il y avait beaucoup de monde à l'hôpital pour des ballons, justement. Et je l'ai rencontré vu que c'était le service neurologie. Je suis parti en rééducation. Pareil, on a fait le même constat. Moi et mes amis Akram et Ahmad, on a réfléchi vraiment sur le sujet-là. Et de là, M. Dalbis est venu nous voir pour essayer de voir comment on peut faire pour attirer les jeunes, pour vraiment faire de la prévention avec les jeunes. Et on a commencé comme ça, et sur les réseaux sociaux. On a pété directement parce que c'est un sujet où personne s'est pris de la main. En fait, personne n'a osé aller contre ça. Et les jeunes aussi sont vraiment attentifs à ça, et les parents aussi. Et du coup, on a fait directement des millions de vues. On a eu beaucoup de témoignages des personnes qui consomment des ballons, qui battent leurs femmes. On a encore des messages aujourd'hui des femmes des jeunes femmes qui savent pas quoi faire. Du coup, on est obligé d'envoyer la police, en fait, leur envoyer le numéro de la police pour essayer de voir comment ils peuvent faire, soit envoyer un psychologue ou autre. Mais en fait, tout dépend des personnes. Chelsea, là, aujourd'hui, elle est là pour dire que elle se sentait dans un autre monde qui était bien, mais aussi le monde où c'est négatif, où ils pensent, ils cogitent. On a vraiment le côté néfaste où la colère, elle ressort et on peut avoir des drames. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux dire qu'on peut avoir... alors, il y a des gens qui peuvent se sentir mieux, comme il y a des gens qui vont dans leur pire démon, quoi. Enfin, qui font... c'est exactement ça. C'est à peu près, on va dire, comme le cannabis ou le shit. Vraiment, tout dépend. Soit la personne a réfléchi, elle est en mode mélancolique, soit elle est toute contente, soit elle est vraiment agressive et on ne peut plus la contrôler. J'ai compris. Donc ça fait des drames forcément autour quand il y a une crise comme ça. C'est ça. On a l'impression que cette addiction est nouvelle, moins de 5 ans. Mais en vrai, ça fait depuis plus longtemps que ça existe, non ? Ouais, ça existe depuis, je pense, 2016. Ça a commencé par les petites capsules. Vous voyez les petites capsules Ouais, c'est ça. Même en dehors, dans les petites capsules de chantiers qui vont à Métro ou à Auchan avant, et qui l'ont mis en fait dans des petits ballons. Une capsule, un ballon. Ils ont commencé comme ça et au fur et à mesure, en fait, ça a commencé à prendre de l'ampleur jusqu'à devenir en fait des simples bonbonnes. On a aussi les gros tanks. Et avant, on avait des méga tanks où vraiment c'était des grosses bouteilles comme ça qui valaient une centaine d'euros, quoi. Et quand vous allez faire de la sensibilisation, vous avez des jeunes qui vous disent qu'ils en prenaient. Est-ce qu'il y a plus de monde finalement qui en prennent que ce qu'on pense ? Ouais, vraiment. Il y en a qui se cachent un peu, il y en a d'autres vraiment qui l'assument et qui disent en fait vraiment c'est un truc qu'on doit vraiment éviter. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'arrivent plus à se laver tout seuls à cause des ballons. Il y en a d'autres qui sont morts. Il y en a d'autres aujourd'hui, heureusement Chelsea, qui arrivent à marcher aujourd'hui, mais vraiment il y en a d'autres qui n'arrivent plus à faire même leur rapport sexuel. On va parler comme ça. Ouais. C'est même sentir son caca, en fait, ils n'arrivent plus à sentir, pareil. Et c'est vraiment l'effet où
c'est dramatique, quoi. Bien sûr que c'est dramatique. On se rend pas compte, mais en vrai, c'est. Et puis même à son âge, je veux dire, à 17 ans, on n'a pas à se retrouver sur un fauteuil roulant pour des ballons, quoi. Je veux dire, il y a tellement de drames dans la vie. Oui, 16 ans. Mais il y a tellement de drames déjà. Malheureusement, qui peuvent nous tomber dessus, etc. Si on peut éviter de les provoquer soi-même, c'est encore mieux, quoi. Hein. Le pire, c'est qu'avant, ils en vendaient dans les boîtes de nuit, comme tu disais. Ils vendent toujours. Ah non, mais c'est encore. Ils font plus d'argent avec les ballons qu'avec les bouteilles, parfois. Ouais, il y a des boîtes de nuit qui faisaient plus de chiffres. Il y a des vendeuses de exprès, de ballons. Bien sûr. Est-ce que vous pensez que c'est normal que certains jeunes peuvent acheter ces ballons déjà prêts à l'emploi en boîte de nuit, par exemple? Non, c'est pas normal. Mais après, c'est là où ils jouent un peu sur les lois, c'est pas interdit. Ils continuent à les vendre. Oui. Pourquoi le pas le vendre? Pourquoi pas le vendre alors que c'est pas interdit? C'est là où les politiciens font rien, font pas leur travail. Ils s'occupent des affaires d'autres sujets. Mais alors des sujets comme ça où il y a des morts, où il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui soit ils cherchent un lit d'hôpital ou un centre de rééducation, ils se préoccupent pas de ça. Non, c'est vrai. T'as raison, 1000%. On reçoit aussi Reda Bellage. Alors bonjour Reda. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole en Ile-de-France du syndicat de police Unité. Vous êtes policier de terrain et syndicaliste engagé. Vous intervenez régulièrement dans les médias. On vous voit de partout, hein. Star, Reda. Star. Pour alerter je suis pas sur... encore sous contrat avec vous, donc non, ça va bientôt. Alors vous êtes, non mais vous intervenez beaucoup pour alerter sur les enjeux de la sécurité, l'évolution de la délinquance et les conditions de travail des forces de l'ordre. Vous plaidez pour davantage de moyens, une meilleure reconnaissance des policiers et un soutien institutionnel renforcé. Votre parole s'inscrit au cœur des débats publics actuels sur la sécurité intérieure et le maintien de l'ordre. Qu'est-ce que ça vous fait, Reda, quand vous entendez les témoignages de nos deux jeunes, Chelsea qui a 18 ans, Omar qui a 20 ans, c'est ça, 22 ans. 22 ans. Vous êtes papa? Oh oui, j'ai une fille de 24 ans, une fille de 21 ans et un fils de 15 ans. Vous avez quel âge? 48 bientôt. Ah bon? Oui, j'ai mis mes enfants jeunes. À 22 ans, j'étais garant de la paix. Comme le jeune homme là. Ah bah c'est bien. À 19 ans, je suis rentré en tant que policier adjoint et après garant de la paix. Vous avez commencé super jeune. Oui, je suis rentré très très jeune. Bon, en tout cas, vous faites pas du tout 48 ans. Merci. Mais du coup, moi je suis maman également, quand j'entends ça, on peut pas s'empêcher en tant que parent de penser à nos enfants et de se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils ont raison. Et pourquoi aujourd'hui c'est encore légal ces ballons? Merci déjà de m'inviter à votre émission parce que je pense que d'après les témoignages parlent d'eux-mêmes. Je pense que c'est un vrai problème aujourd'hui sociétal parce que on a eu des jeunes qui ont pas été sensibilisés sur le sujet et aujourd'hui on en a là, les jeunes n'ont pas trop parlé, mais nous au niveau police on constate aujourd'hui une recrudescence d'accidents mortels de la route à cause de ce gaz. Et au niveau législatif, pour nous c'est très compliqué. Parce qu'un individu que vous allez faire, ça a été le cas à Nanterre le 18 janvier, vous avez eu un accident mortel, l'individu était soupçonné d'avoir consommé du protoxyde d'azote. Pourquoi soupçonné? Parce que c'est un gaz qu'on n'arrive pas à détecter. Quand vous faites de l'alcoolémie, vous pouvez faire un test. Quand vous consommez des stupes, vous pouvez faire un test. Mais le protoxyde d'azote, il n'y a pas de test. D'accord. Et voilà, on peut pas le déceler, donc c'est assez compliqué. C'est ouf ça quand même. Et comme a dit le jeune homme juste avant, nous on est souvent, nous les policiers, confrontés... on a des points, j'en parlais avec un collègue qui va souvent sur Vitry, on a un foyer où à côté, j'appelle ça un point stup, c'est un point, je sais pas, un protoxyde d'azote, je sais pas comment appeler ça. Et donc les jeunes viennent ici et ils achètent. En fait, on a des points qui se développent, c'est-à-dire que les délinquants, ils se sont adaptés. Ils ont vu une manne financière importante, plutôt que de vendre sur Snap, ils ont des points parce qu'ils savent qu'ils risquent pas grand-chose. Donc, et à chaque fois qu'on contrôle un individu qui est au volant ou qui est en train de consommer, le policier est obligé d'attendre à peu près 30 secondes le temps que l'individu redescende, ou le jeune homme redescende, parce qu'en fait, pendant 30 secondes, il est hyper agressif. Donc le contrôle par les policiers, il est quasiment impossible. L'individu, je sais pas, il est, on dit gaz hilarant, mais je crois qu'il est sur une autre planète. Et la plupart des individus qu'on contrôle, ils sont hyper agressifs au moment du contrôle. Donc déjà, on est obligé d'attendre qu'ils redescendent. Et en termes de dissuasion, c'est très compliqué pour nous, parce que à part l'individu qui aura consommé aussi des stupes, parce que souvent, pas tous, mais souvent, il y en a qui consomment du protoxyde d'azote et des produits stupéfiants. Donc là, on peut faire quelque chose, c'est-à-dire qu'on fait un dépistage et on l'interpelle pour conduite sous l'emprise de stupéfiants, parce qu'il reste dangereux pour les autres usagers. Et par contre, quand c'est du protoxyde d'azote, on met une amende à 90 € et puis il part comme il est venu, quoi. Donc ça veut dire que vous arrêtez un gars ou une femme
qui vient de prendre un ballon rempli de protoxyde d'azote, il vient de faire un ballon en boîte de nuit, il reprend le volant, on peut rien lui faire. Ouais. On peut rien lui faire. Rien du tout. Alors qu'effectivement, il est dans un état second, complètement second. Sauf s'il est en train de consommer au moment où on est avec lui, et donc à ce moment-là, il prend une amende de 90 €, mais c'est tout. Ouais. J'ai un exemple, mes collègues, la direction de l'ordre public, la circulation, c'est eux qui gèrent un peu la prévention routière, ils font souvent des contrôles routiers et tout ça à Nanterre. Ils ont contrôlé un individu avec 20 bonbonnes, ils ont avisé le parquet et l'officier de police judiciaire, et le parquet a répondu, on peut rien faire. Voilà, parce qu'il y a un vide juridique, tout simplement. Et je pense que là-dessus, nous, côté policier, on fait aussi des fois de la prévention et de la dissuasion. Je pense qu'on a besoin du législateur, des députés, des sénateurs, pour qu'il y ait une loi qui existe autour de ça. Parce que en fait, on constate qu'il y a de plus en plus de jeunes qui décèdent à cause de ça. Et nous, on peut pas faire grand-chose par rapport à ça. Alors, restez avec nous sur Sud Radio. On revient juste après cette petite pause pour parler de ce problème. C'est un vrai ouais, non mais c'est dramatique en vrai quand j'écoute ça. C'est ouf et c'est fait du bien de le rappeler et d'expliquer un petit peu ce qui se passe avec les fameux ballons, le protoxyde d'azote, que ce soit, que vous soyez parents ou jeunes, écoutez cette émission, c'est méga ultra important. Si vous êtes député, franchement, c'est encore mieux. Donc, les sénateurs sont encore on serait ravis de vous avoir. Non, parce que c'est les députés qui rédigent les lois. Donc, on serait ravis de vous avoir sur ce sujet-là. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 sur Sud Radio. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h30, nous sommes en direct pour une émission vraiment très importante. On vit pas dans la même France. Ce soir, on reçoit Reda Belhadj, qui est porte-parole Île-de-France du syndicat de police unité, en face de Chelsea, influenceuse et victime du protoxyde d'azote, et Omar, qui est vice-président de l'association Stop Ballon. On parle de ces fameux ballons, justement, que vous pouvez trouver en vente libre, alors dans les boîtes de nuit, sur Snapchat, etc., qui ont des conséquences extrêmement graves sur la santé, voire mortelles, qui laissent des gens complètement handicapés et pour qui il n'y a aucune interdiction, aucune obligation et ça fait 10 ans que ça dure. Aucune loi, comme nous expliquait Reda, qui est donc représentant des forces de l'ordre, je peux le dire. Il n'y a pas de loi, donc ils arrêtent des gens, par exemple, qui viennent de consommer, qui prennent le volant. Alors moi, j'entends bien, je vais pas revenir sur le dossier Palmade, etc., parce que c'est dramatique et que c'est extrêmement grave, mais l'état second de quelqu'un qui est, on va se parler clairement, qui est sous cocaïne, peut être exactement le même état second que quelqu'un qui est sous ballon. Sous cocaïne, le mec finit en prison à juste titre. Aucun problème. Je pense que vraiment, il n'y a pas de débat. Mais par contre, sous ballon, il n'y a pas de prison. C'est-à-dire qu'on laisse les gens dans la nature. Vous, en tant que policier, vous nous expliquiez avant la pause que vous pouvez rien faire. C'est hyper frustrant, que vous pouvez faire que de la prévention. Est-ce que finalement c'est votre boulot, policier, de faire de la prévention? Vous êtes déjà peut-être tellement surchargé de travail aujourd'hui en France et tellement agressé dans tous les sens. Moi je suis désolée, je suis une fervente défensière je suis amoureuse des policiers, voilà. Que ce soit les policiers, les pompiers, je trouve que on a c'est ton fantasme, ça te regarde. Alors c'est pas un fantasme du tout, mais je trouve que c'est la facilité aujourd'hui de cracher sur la police et que voilà, on est bien content de les appeler, que les premiers qu'on appelle quand on n'est pas bien, c'est les flics. Donc voilà. Donc bref, on va pas refaire le sujet parce que c'est pas le sujet de ce soir, mais je me dis, ils sont déjà tellement surchargés de travail, etc., qu'en plus ils doivent faire de la prévention sur quelque chose qui est même pas illégal, qui n'existe pas, mais qui peut tuer quelqu'un. Où sont nos politiques, Reda? Est-ce que vous avez déjà contacté des politiques sur ce sujet? Comme vous l'avez dit, on a l'actualité fait que on a fait un constat il y a peu sur justement la violence des mineurs qui est vraiment en augmentation. Donc je vous cache pas, comme vous le dites, on a vu encore cet incident dans un établissement scolaire, avec cette enseignante qui a été poignardée. Il y a beaucoup de sujets. Et du coup, dès qu'il se passe quelque chose qui passe dans les médias, automatiquement, on prend des mesures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous demande de sécuriser les établissements scolaires, de tenir des tableaux en disant oui, on est passé là, on a fait là, on a contrôlé des jeunes avec des couteaux, de remplir, excusez-moi le terme, moi je suis franc du collier, on nous demande de remplir des camemberts, voilà, pour que nos politiques disent aux Français, oui, c'est bon, c'est fait, nous regardez, on fait le boulot.
Voilà. Et donc, c'est pareil un peu dans tous les sujets. Voilà. Donc, vous devez sécuriser les lieux de culte. Hein. Alors, c'est notre travail. Bien sûr. On apprécie notre travail. On est là pour protéger tout le monde, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais, comme vous l'avez dit aussi tout à l'heure, on a encore les femmes battues. On a encore, il y a beaucoup de féminicides. On a le problème avec les trafics de stupes. On voit que les dealers, les gros trafiquants sont armés comme il faut, ils ont plus de moyens que nous. Eux, ils sont pas soumis à un vote de budget pour avoir du budget, contrairement à nous. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets. Et aujourd'hui, moi, je suis un peu... On n'arrive pas... C'est un des domaines où on n'arrive pas à s'adapter. Déjà en termes de répression, comme je vous l'ai dit, sur l'aspect législatif, parce que les lois n'existent pas par rapport au protoxyde d'azote et son usage, et surtout au volant. Et sur l'aspect préventif ou dissuasif, avant, il y a très longtemps qu'on avait assez de policiers. Moi, je me souviens, quand j'avais 14-15 ans, on avait 4-5 policiers qui passaient tous les mois à l'école, en classe, et qui nous faisaient de l'éducation routière, qui nous faisaient de la dissuasion par rapport à l'usage de stupéfiants. Et aujourd'hui, on a quasiment ou peu ça. Vous avez un policier qui est référent et très peu. Et nous, on est d'accord pour faire ce boulot-là, parce que vous avez des collègues qui sont volontaires pour faire ce boulot-là, mais on se donne pas les moyens. Est-ce que c'est un problème de volonté ? Je pense qu'on va être d'accord là-dessus, mais c'est un problème aussi de moyens. Alors, est-ce que c'est... en gros, vous nous expliquez quand on consomme cette drogue, est-ce qu'on peut l'appeler drogue légalement ou pas ? Le ballon ? En tout cas, c'est une drogue. Législatif, non. C'est une drogue. Oui, mais ce que je veux dire, oui. C'est dans la loi, quoi. Dans la loi, il y a un vide juridique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un majeur qui va inciter un mineur à consommer du protoxyde, c'est un délit, il va prendre, mais je dis bien incite. Donc ça veut dire qu'il faut que quand vous arriviez au tribunal, nous déjà les policiers sur le coup, il faut qu'on démontre que la personne elle a incité la mineure à consommer ce protoxyde d'azote. Si on arrive à le faire, il faut que devant le juge, s'il a un bon avocat ou pas, qui dise oui c'est vrai, je l'ai incité, et s'il dit non c'est pas vrai, je l'ai pas incité, il prend pas 3750 € d'amende, hein. Il y a même pas de peine de prison. Donc c'est compliqué, voilà. Et pareil pour les bureaux de tabac qui n'ont pas le droit de vendre aux mineurs. Enfin, la vente aux mineurs est interdite et punie d'une peine d'une amende de 3700 €. Donc voilà, donc c'est pas un délit, c'est pas prévu par la loi, et donc pour nous c'est difficile de pouvoir faire quelque chose par rapport à ça. Omar, c'est quoi le cas le plus grave que dans l'association que vous avez, et je te demande ça pour sensibiliser peut-être les gens qui nous écoutent, pour leur faire comprendre à quel point ça peut être grave. Quel est le cas le plus grave dont vous avez eu à vous occuper dans votre association Stop Ballon ? En fait, on a eu plusieurs cas en fait. On a soit qu'ils n'arrivent plus à marcher. Celui qui t'a le plus marqué ? C'est une maman qui me racontait sa fille traînait un peu dehors le soir et elle a fini par fréquenter d'autres personnes. Et du coup, ensuite, à la suite de sa consommation de protoxyde d'azote, elle ne sait plus rien faire, sa fille. Vraiment, ni marcher, ni se laver, vraiment rien faire. Dans un état végétatif, un peu ? Exactement, c'est devenu un légume, quoi. Sa mère est repartie vraiment à zéro, comme si elle venait de l'accoucher. Elle a arrêté de travailler. Elle avait quel âge ? 18 ans. Et du coup, même pour faire une demande à MDPH pour avoir un petit peu de pension, vraiment, c'est mort ce côté-là aussi. C'est-à-dire que la maman est obligée d'aller au chômage, essayer de gratter un peu ce qu'elle peut gratter financièrement et s'occuper de sa fille. Et tu as déjà, dans le cadre de l'association, contacté des politiques pour établir une loi, pour bloquer en France, pour rendre interdit le protoxyde d'azote ? Pourquoi c'est si compliqué ? En fait, je préfère pas parler aux politiques parce que c'est tous des m'as-tu vu ? Oui, moi je vais faire, et au final ils font rien du tout. Mais est-ce que tu as essayé de les contacter ? C'est eux qui viennent à moi du coup. Vu que nous on a fait un sort de buzz sur internet, c'est eux qui viennent à moi, mais tous oui on va faire, ne t'inquiète pas, on va faire. Au final c'est rien du tout. C'est-à-dire c'est mieux que nous on s'occupe de ce sujet-là. Nous les jeunes vraiment, c'est un sujet qu'on connaît tous. Aucun jeune peut dire je ne connais pas ce sujet-là. Bien sûr. Et ça sort en fait des tripes et c'est là en fait qu'on va réussir à faire des choses. C'est l'émancipation, on va réussir à tous à faire des choses et évoluer ensemble. T'as plus confiance aux politiques ? Non, j'ai plus confiance, c'est mort. Et quels partis t'ont contacté ? Tout bord. Tout bord. Encore tout à l'heure, j'ai reçu un mail du Rassemblement National. Je sais plus c'est qui, un député, je crois du Val d'Oise. Qui te demandait de te rencontrer pour... Qui me disait qu'il allait faire passer une loi.
Et pourquoi, que ce soit RN ou un autre, on s'en Oui, bien fout, sûr, c'est moi pas je le m'en sujet. fous du barreau. Le but, c'est de Ouais, bien protéger sûr. les gens. Est-ce que t'as pas envie, à un moment donné, peut-être à un, lui donner sa chance pour qu'il propose cette loi? En fait, ils disent tous je vais faire. Ça fait combien d'années? Depuis 2016, ils n'étaient pas élus. Pourquoi depuis tout ce temps-là, ils attendent? Ils attendent quoi? Ils attendent quoi? On a eu des morts. Vraiment, c'est un sujet où normalement, ils passent devant tous les sujets là. Peut-être on a encore des conflits en France et tout ça. La professeure qui s'est fait poignarder, c'est un sujet vraiment qui doit passer en priorité. Mais le deuxième, après, c'est le protoxyde Je d'azote. pense que tout est prioritaire. Ça veut dire, je pense qu'il y a 577 députés à l'Assemblée nationale. Il y en a bien un ou deux qui peuvent s'occuper de ça. Enfin, je veux dire, Moi, ça me fait plaisir parce que j'entends un jeune de 22 ans. Je pense que quand j'avais son âge, je pensais pareil. Et aujourd'hui, je pense à peu près pareil. C'est que malheureusement, il y a une déviance. Eux, c'est des jeunes de terrain, si je puis dire. Probablement des jeunes de quartier aussi, ou pas. C'est mon cas aussi. Et en fait, on voit qu'il y a un gros décalage entre les politiques et nous, en fait. Et moi, maintenant, oui, policier, il y a encore en plus. Le décalage, c'est même plein décalage, c'est un gouffre. Et en fait, eux, ils sont jamais intervenus chez une femme dont le mari était sous protoxyde d'azote et qui était laissée à moitié morte. Ils sont jamais intervenus sur un accident mortel où vous voyez l'individu qui est voilà, je veux pas rentrer dans le détail, mais qui est mort. Ils sont jamais intervenus sur un individu qui s'est jeté sous le RER A parce qu'il venait consommer du protoxyde d'azote. En fait, il y a pas cette prise de conscience. Et comme le dit le jeune homme, et ça sort de la bouche d'un jeune homme, en fait, eux, ils visent que un certain électorat, peut-être qui a été contacté, parce que, comme moi aussi, je suis pas contacté par les politiques et ça m'intéresse, mais alors pas du tout. En tout cas, mon organisation syndicale. Les autres, je ferai pas de commentaires. Mais en tout cas, là, on sait qu'il y a des élections municipales, et ils savent que la sécurité, c'est le sujet numéro 1 dans les élections municipales. Aujourd'hui, c'était peut-être pas le cas il y a 5 ans ou 10 ans, mais aujourd'hui, c'est le sujet numéro 1. Donc là, tout le monde est en train de dire oui, je vais faire comme pour nous, pour les policiers, pour avoir plus de moyens. Et au final, on voit qu'il n'y a rien. Parce que c'est en fonction, ils naviguent un peu à vue, et puis c'est en fonction de l'électorat, ce qui peut nous apporter des voix ou pas. Et nous, ce qu'on veut, que ce soit policier, ou je ne vais pas parler pour les jeunes, mais j'étais jeune aussi. Et je pense qu'il faut, pour le coup, rapprocher les jeunes de la population et de la police. Pour moi, c'est clair, net et précis. Et on voit qu'il y a vraiment une absence. Et au contraire, quand je parle de la relation police et jeunes, je pense qu'il y a certains partis politiques, ils font tout pour qu'il y ait vraiment un écart immense entre nous. Et je trouve ça vraiment dommage. Alors que nous, les policiers, on n'a pas de problème avec la jeunesse en général. Vous pensez qu'il y a certains politiques qui vous divisent ? Ah non, c'est pas qui entre nous la divise. Jeunesse et les policiers, les forces de l'ordre. Vous criez partout, la police tue. Non, la police sauve. Alors oui, le policier, il n'est pas parfait. Moi, sur il y a un des refus, bons et des mauvais partout. Non, mais sur un refus d'obtempérer, j'ai pris une vie quand j'étais à la BAC. Mais c'est pas de ma faute s'il a pas voulu s'arrêter. J'ai pas été poursuivi. Ça n'en déplaise. J'ai pas été poursuivi. Il était à 5 grammes d'alcool. D'accord. Il aurait pu être sous protoxyde d'azote en fait. Ouais. Et s'il était sous protoxyde d'azote, la différence à cette époque-là, c'est que moi j'aurais été mis en examen, j'aurais été en cour d'assises et j'aurais peut-être été condamné. Parce qu'il n'y avait pas de preuve qu'il était sous protoxyde d'azote. Mais la chance que j'ai, la chance et la malchance, parce que j'ai pris une vie, j'y pense tous les soirs. Bien sûr. Mais la chance dans la malchance, c'est que le médecin a bien voulu faire des urgences, a bien voulu faire une prise de sang sur l'individu décédé, ce qui a prouvé que c'est lui qui n'était pas en capacité de conduire son véhicule. Et je pense que c'est un sujet de sécurité, c'est un sujet aussi de santé publique. Bien sûr. Non, mais ça, c'est une certitude. Et au niveau de la psychologie aussi, je pense que je vais pas parler pour je sais plus comment ça s'appelle, Chelsea, mais je sais que on a une difficulté. Alors c'est pas votre cas avec les jeunes filles en foyer, c'est très très compliqué. Elles ont. On n'est je pas parle aidé. Pas pour vous. Oui, mais on n'est pas aidé aussi. Du sens où en gros, au foyer, on peut faire tout rentrer. On peut faire rentrer des gens, on peut faire rentrer des ballons, on peut tout faire rentrer au foyer. Franchement, ça nous aide pas.
Alors justement, on va revenir après cette petite pause sur Sud Radio et on va te poser la question, Chelsea, de savoir, depuis que tu arrives un peu à remarcher, tu restes handicapée, tu nous l'as dit, quelles sont tes aides? Qui t'aide au quotidien? Tu sors de foyer, donc tu as pris ces ballons dans un foyer qui t'a rendu handicapée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment tu arrives à vivre, à avancer dans ta vie et quels sont les moyens qu'on t'a donnés pour justement grandir comme toute jeune fille de ton âge qui mérite et qui a le droit de grandir. Voilà, à tout de suite sur Sud Radio, restez avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h44, nous sommes en direct sur un sujet très très important, les ballons, le protoxyde d'azote, ces ballons que vous trouvez en boîte de nuit, sur Snapchat, etc. Une véritable honte, en vente libre, considéré, comme on le sait tous, comme de la drogue, mais légalement pas considéré comme de la drogue. Voilà, quelqu'un peut conduire sous ballon, sous protoxyde d'azote, et il se passera rien. Aucune condamnation, aucune poursuite. Il peut tuer des gens en prenant des ballons. Vous pouvez tout simplement mourir. Enfin, tout simplement. C'est les conséquences qu'on a déjà vues, des drames, des personnes handicapées qui restent paralysées à vie. Comme nous disait Omar, qui est vice-président de l'association Stop Ballon, une jeune fille qui est devenue, pardon, je répète ton terme, un légume à cause de ce ballon. On a Chelsea qui est en plateau, qui est influenceuse et qui a été victime du protoxyde d'azote, qui a pris des ballons dans un foyer. Elle a grandi dans un foyer sur consommation de ballons parce que ça la mettait bien. Elle se sentait plus, psychologiquement, ça allait mieux quand elle prenait ses ballons. Elle a fini handicapée en fauteuil roulant. Et on reçoit Reda Bellage, qui est le porte-parole Île-de-France du syndicat de police unité, qui nous explique que le fait que ce protoxyde d'azote ne soit pas considéré légalement comme une drogue, ne soit pas interdit, il n'y a aucune condamnation pénale à cette consommation, contrairement à de la drogue, comme de la cocaïne ou quoi, qu'il a ramassé des gens dans des états pareils de décès, morts à cause de ça. Et aujourd'hui, on peut se le dire, il n'y a quasiment aucun, donc c'est ce que tu me disais Omar, aucun politique qui ne travaille sur un projet, une proposition de loi pour rendre ce ballon, cette protoxyde d'azote qu'on trouve, et je le dis, à 10 € le ballon, donc on peut le trouver à 10 € en moyenne, vendu en accès libre dans les boîtes de nuit, c'est-à-dire que maintenant dans les boîtes de nuit, les filles viennent carrément à vos tables pour vous vendre des ballons. Et il se passe rien, il y a pas sur les réseaux et sur Snapchat aussi. Snapchat, moi je trouve ça, Snapchat, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà, j'ai même pas les mots. C'est une honte, un scandale, mais vraiment sans fin. On a tellement tapé sur les. Et attention, je dis pas à juste titre, des fois à tort, des fois à raison. À juste titre sur les influenceurs, ils font de la merde, ils font pas de la merde. Excusez-moi du terme, mais je parle. On se dit les choses, mais les plateformes qui hébergent tout ça, qui ont une responsabilité, parce qu'on a des jeunes aujourd'hui qui se rendent pas forcément compte, ça fait partie de la jeunesse, oui. Quand on est jeune, on se rend pas forcément compte, on peut dire des bêtises, on peut faire des bêtises, on peut, etc. Mais quand on est une plateforme, qu'on gère des millions, voire des milliards de dollars, vous n'allez pas me faire croire que vous n'avez pas que vous n'avez pas conscience de ce qui peut se passer sur votre plateforme, que vous n'avez pas les moyens de stopper ces ventes sur Snapchat en roue libre, les ballons. Donc, et même maintenant dans les magasins, je crois dans les grandes surfaces, on trouve les petites, c'est lunaire. Alors, les gens demandent le numéro pour téléphoner. Alors, vous pouvez réagir au 0826 300 300. Je réponds à Julie. Alors, Chelsea, toi, tu as donc été handicapée à cause du ballon, oui. Cette drogue, on va l'appeler une drogue, puisque c'est une drogue, nous on va se le dire. Comment tu vis aujourd'hui? T'as été en foyer à quel âge, toi? J'ai été placée à mes 13 ans. Ok. Et voilà. Et tu es devenue handicapée à 16 ans à cause des ballons que tu as consommés à l'intérieur de ton foyer. Et en dehors, parce que après, j'ai fréquenté des filles qui faisaient, malheureusement, et je faisais avec eux. Et au foyer, ils te déclarent juste en fugue. Mais vous êtes policier, mais la police, ils nous croisent dehors. Ils te laissent comme ça. Même si t'es en fugue, ils s'en foutent. Oui, mais est-ce que le policier, il va forcément savoir que t'es en fugue? Il peut pas, c'est pas marqué sur ton front, tu vois ce que je veux dire? C'est marqué. Quand tu notes un prénom, c'est marqué que t'es en fugue. C'est-à-dire que quand tu fuis de ton foyer, oui. Donc il déclare ta fugue, et des fois tu es contrôlé par la police. Oui. Et donc tu es contrôlé, c'est ça? Oui. D'accord. Et lors du contrôle, ils voient que tu es en fugue, mais ils te laissent repartir? Oui. Et t'es pas sauvé aussi. Par exemple, au foyer, tu peux faire rentrer tout. Tu peux faire tout rentrer, ils te calculent pas, ils te fouillent pas. Après, ils ont pas droit aussi. Mais t'as un sac, ils vont pas dire ouvre ton sac, regarde, il y a quoi.
ou plein de choses. Il pourrait le faire. Comme si t'es à en l'école, foyer, quoi. c'est que tu dois être sur. Enfin, moi, je pars du principe. Sur les foyers, on a d'énormes problèmes de gestion. Alors, c'est pas le personnel sur place, mais moi, j'ai. Non, c'est les lois. Non, en fait, c'est la loi. Moi, je suis tombé. Alors, pour le coup, chacun a son expérience, mais c'est vrai que nous, en tout cas, systématiquement, parce qu'il faut savoir que si on laisse un mineur dehors, je sais pas quel policier a osé faire ça, mais j'ai pas la configuration. Mais nous, je sais que systématiquement, dans les commissariats où j'ai travaillé, ça nous arrivait régulièrement de tomber sur des mineurs lors d'un contrôle. Déjà, c'est très rare qu'un policier contrôle une fille, mais il faut dire appeler un chat, parce que moi je travaillais beaucoup la nuit quand je parle de ça. Et souvent on avait par exemple des jeunes filles qui traînaient devant certains bars ou autres, et là on voyait qu'elles étaient mineures, du coup on contrôlait, et si donc on a le fichier des personnes recherchées, si on avait une fugue qui était, mais le temps que ce soit enregistré bien sûr, qui était enregistré sur le fichier des personnes recherchées, à ce moment-là on contactait le foyer, qui, s'il pouvait, nous envoyer quelqu'un ou autre, ou alors on ramenait la personne, et des fois, quand il y avait une problématique de différent entre les deux, on essayait de trouver une solution pour la nuit, mais c'est vrai que c'est une grosse... Et on a un plus gros problème sur les foyers de jeunes filles, notamment, c'est la prostitution. Moi, j'ai fait, je vais le citer, j'ai travaillé en bac départemental sur Val-de-Marne, on avait à Villiers un foyer de jeunes filles. Quand vous passez devant à 19h, il y a des petits lascars, je les appelle comme ça, pour moi c'est de la racaille pour le coup, qui prostituent des gamines. Donc comme l'a dit la jeune fille, oui c'est vrai qu'elles sont en sortie libre, et puis elles vont se prostituer pour des jeunes hommes, et puis on a d'autres cas où là il y a des problèmes de drogue encore pire que le protoxyde d'azote, avec le crack sur la gare du Nord par exemple. Je vais pas vous dire, je peux pas, il y a des mots, je sais pas si je peux les dire en tout cas, mais je sais pas si on a le droit de dire le mot, voilà. Le mot fellation pour 5 euros, quoi. 5 euros, une fellation. Voilà. Des gamines de foyer qui sont prostituées parce qu'elles consomment des produits stupéfiants et qui le soir, après, rentrent en foyer, et puis les gens qui travaillent au foyer, soit sont pas au courant, soit je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, on a une vraie problématique, et c'est dans beaucoup de... que ce soit à Paris ou dans le banlieue, c'est une grosse problématique qu'on a du mal à gérer parce qu'ils sont mineurs. Et parce que nous aussi, on peut pas faire grand-chose avec un mineur. Il faut faire très attention. On peut pas le prendre en charge au commissariat. Il y a plein de choses qu'on peut pas faire en termes de droit. Est-ce que... à quel moment, en fait, on peut parler d'un échec de l'État en matière de prévention? Parce que là, on est dans un échec total sur ce sujet. Enfin, faut se le dire, pardon, mais si... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que les ballons sont interdits. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'on est en train d'expliquer, c'est-à-dire que le ballon est complètement légal, sans aucun souci, qu'il ne se passe rien si on se fait arrêter en train de consommer, conduire même sous l'effet, ce que vous nous disiez, du ballon, il ne se passe rien. Je veux dire... c'est l'échec. Qui est responsable de ça? Je pense que là, c'est un échec d'adaptation. Parce qu'en fait, c'est le détournement qu'en ont fait certains jeunes qui a fait que... Et là où il faut remédier à l'échec, c'est il faut aller très très vite pour trouver des solutions de répression, de dissuasion et de prévention aussi. Et moi, je suis pour le fait que on fasse comme on faisait avant, en fin des années 90, c'est-à-dire qu'on travaille nous aussi avec les associations pour essayer de trouver des solutions pour aider des jeunes filles dans les foyers ou à les sensibiliser dans les foyers, même si, on va se le dire, Chelsea, c'est très compliqué. Voilà, et pour ça, il faut redorer aussi l'image de la police, et les politiques, c'est eux qui décident. Si on nous dit aujourd'hui, vous faites que de la répression, on fait que de la répression. Si on nous dit comme en 97, 98, faut faire de la prévention et de la répression, ce qu'on appelait la police de proximité, on fera de la police, on se rapprochera des jeunes tout simplement. Mais aujourd'hui, il y a certains politiques, ça les arrange pas, qu'ils soient de tel bord ou tel bord, c'est compliqué. Omar, pour toi, donc toi tu es vice-président, je le rappelle, de l'association Stop Ballon. Qui porte la responsabilité principale? Est-ce que c'est les vendeurs? Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est les pouvoirs publics? Je pense d'abord, c'est les réseaux sociaux et aussi l'État. Parce qu'ils font de la prévention sur tout ce qui est cigarettes, fumitu, sur les préservatifs, sur la drogue aussi, mais on n'a rien aussi sur les ballons. L'État aurait pu mettre une sorte de petite vidéo un peu ludique contre les ballons, mais il l'a toujours pas fait. Monsieur Emmanuel Macron n'a toujours pas parlé sur ce sujet-là. On a peut-être des députés, mais c'est que du vent toujours. Mais dès la base où c'est des jeunes qui font de la prévention à d'autres jeunes, faut se poser la question déjà. C'est que déjà il y a eu un manque quelque part. Ce qui est bien, l'initiative elle est très bien. À part de nous, c'est les jeunes qui parlent à d'autres jeunes, c'est très bien.
Mais c'est pas à nous de faire ça. C'est pas à nous. Pendant que nous, on faisait les vidéos de Stop Ballon, on a eu des jeunes de 15 ans qui étaient touchés par ça et qui ont décidé aussi de faire de la prévention aussi sur tous les snus. Je sais pas si vous connaissez la spleen. C'est une sorte de drogue en fait qu'ils mettent un peu dans les puffs, les cigarettes électroniques, et du coup, qui fument, et après ils sont pareils dans un état second. Des jeunes de 15 ans qui font de la prévention de ça. Je pense qu'on se rend compte. Qui, dans ce type d'affaires, qui ont fait des comas, oui. Bien sûr. Qui sont morts. Mais vous pourquoi, avez tout à fait raison. Pourquoi, à votre avis, l'État, ils font pas de loi sur ça? Parce que c'est des jeunes de 15 ans qui font de la prévention. En fait, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement est un peu des influenceurs. Quand c'est un sujet on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, là, ils vont s'y mettre dessus. Sinon, ils vont pas s'y mettre. Vraiment, c'est tout ce qui est vraiment réseaux sociaux. Ah là, ça fait le buzz. Les journalistes, ils en parlent, ils vont y aller tout de suite. Mais quand on n'en parle pas assez, ils viennent pas dessus. Faut médiatiser un mort de ça, en fait. Exactement. Je sais pas si on a 15 ans. Les jeunes, ils sont au collège, ils font de la prévention. Aujourd'hui, ils sont avec moi. Mais 15 ans, collège, je sais pas, ils doivent passer au brevet. Bien sûr. Mais ils font de la prévention. Bien sûr. Là, c'est un manquement de l'État. Vraiment pur et dur. Là, on peut pas remettre la faute sur la police, ni sur les jeunes qui, peut-être, ils trouvent des nouvelles drogues. Tous les jours, on trouve des nouvelles drogues. Mais l'État aussi, il fait rien. Non, mais c'est surtout que celle-ci, elle est en vente libre, quoi. Je veux dire, elle est partout. Bien sûr. C'est comme tu dis, c'est sur les réseaux sociaux, c'est dans les boîtes de nuit, c'est dans les magasins. Enfin, je veux dire, moi, j'ai vu des scènes aussi en soirée où tu te dis, mais attends, mais combien. Mais moi, de toute façon, dès que ça commence à prendre des ballons, je me barre. Parce que c'est une angoisse. C'est parce que moi, j'étais traumatisée de la scène que j'ai vécue, où j'ai vu donc cette influenceuse dans un état extrêmement choquant. Je pense qu'il l'a marqué et qu'il le marquera à vie aussi, parce qu'elle s'y attendait pas. Et les jeunes, ils sont pas assez sensibilisés là-dessus. On a l'impression que c'est un jeu, ça va durer 5 minutes, c'est rigolo, c'est drôle, on rigole, on se fait des câlins, machin, etc. Mais ce que tu dis aussi, c'est important de le dire sur cette antenne, c'est que ça peut réveiller aussi des moments positifs, des moments trucs, mais comme ça peut réveiller aussi des moments très 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 violents. Et donc ça entraîne de la violence aussi sur les conjoints. Et c'est ce que tu nous expliquais tout à l'heure. Hein. Bien sûr. Après aussi, il faut savoir, dedans, il n'y a rien d'addictif. Tout est psychologique. Vraiment, ça part déjà de la psychologie de la personne, où elle se dit, putain, je suis assez. C'est ça, c'est soit je suis stressé, soit j'ai trop de travail, soit j'ai des problèmes quelque part. Du coup, je commence un, après, j'ai oublié. 1 minute après, je recommence un deuxième, après un troisième, et là, ça part un peu en cacahuète. Ouais, c'est l'état psychologique. Exactement. On peut pas dire c'est comme des cigarettes, on est habitué, ça y est, la nicotine dedans. Mais là, dedans, il n'y a rien du tout d'addictif. Là, c'est parce que tu veux oublier, quoi. Exactement. Et c'est pas cher en plus. Et c'est pas cher, c'est ça. 10 euros on appelle ça un peu la drogue des pauvres. Ouais. Et c'est pour ça que ça touche beaucoup les jeunes. Mais une fois, je discutais avec, alors c'est du crack, mais avec un fumeur de crack, et il me disait, et ça m'avait touché parce que, pour la petite histoire, je l'avais interpellé, je crois que je l'ai interpellé 1 fois par semaine, il allait cambrioler sa grand-mère. Parce qu'il avait besoin de ses doses il cambriolait sa grand-mère, et une fois, il s'est retrouvé coincé en passant par la fenêtre, il s'était ouvert à moitié le bras, et j'étais à l'hôpital, en garde d'hôpital avec lui, du coup, j'avais pas le choix. Et il était moins agressif, j'étais redescendu, il m'expliquait que autant ils prenaient du Subutex par rapport à l'héroïne. Voilà, donc il disait j'ai réussi à prendre du Subutex et à sortir de l'héroïne, mais il me regardait avec des yeux tout brillants en parlant du crack, et il me disait, mais là pour 30 € je peux avoir un caillou de crack, mais t'imagines même pas le bonheur que c'est triste. Hein. Alors je pense que le protoxyde d'azote, dans la finalité, je pense que le fait, la conjoncture sociale, les problèmes, l'après-Covid a fait très 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 mal à notre jeunesse. Bien sûr. Et à nos familles. Et le fait d'accéder à un moment de joie pour quelques euros, pour certaines personnes, c'est inestimable. Mais ils ne se rendent pas compte des répercussions, comme les disent les jeunes, médicales, en termes de violence aussi. Et puis nous, on va avoir, j'ai hâte, j'espère qu'ils le feront un jour, qu'on nous sorte des statistiques avec tous les décès sur la route et les suicides. À cause de ça. Alors les suicides, cette année 2025, il y a eu 540 incidents graves. Oui, donc voilà, nous c'est vrai que ça devient plus un fait divers, l'accident corporel et l'accident mortel, suite à ça, mais ça devient vraiment un fait de société. Merci à vous tous. Cette émission est passée extrêmement vite. Je crois que c'était. On a envie de refaire 1 heure de plus là, parce qu'on a encore certainement plein de choses à dire.